Vous faites bien de nous suivre au travers de vos postes téléviseurs, mais bon à savoir, vous pouvez également nous suivre via le direct sur Facebook, sur le Meta, et aussi, sinon, et tout simplement, parce que et aussi ça fait tautologie. Alors, vous pouvez aussi tout simplement nous suivre via l'application Eden TV Diaspora FM, téléchargeable dans l'App Store et le Play Store. Il suffit eh bien, de taper Eden TV, espace Diaspora FM, pardon, dans l'App Store ou le Play Store, de télécharger, d'installer. Et Eden TV Diaspora FM s'offre donc à vous, 24 heures sur 24, un peu partout à travers le monde. Place à l'actu décalée de ce matin sur Matin d'Éden, consacré à la thématique dont je parlais un peu plus haut. 19 directeurs d'école, directeurs et directrices d'écoles primaires et publiques ont donc perdu leur poste depuis le mardi 18 octobre 2022. Situation survenue suite aux résultats de l'examen du certificat d'études primaires CEP, session de juin 2022, au détour duquel ils ont obtenu 0% de taux de réussite dans leurs écoles. Que comprend donc de cet arrêté? Cette décision se justifie-t-elle? Quels sont, eh bien, sinon, quel sort réservé à ces désormais anciens directeurs? Mieux encore, quel sort, sinon, quelles dispositions pratiques pour relever le niveau des apprenants de ces écoles? On aborde toutes ces questions dans l'actu décalé de ce jour avec le directeur Euseb Patinvo, spécialiste des questions d'éducation, enseignant à la retraite et surtout, précisons-le, ancien directeur d'école. Directeur, bonjour. Ahmed, bonjour. Monsieur Stanislas, bonjour. Bonjour à Chers vous. téléspectateurs, tout le plaisir est pour nous de renouer avec vous. Merci. Et de renouer avec le système scolaire, tous ces acteurs. Merci d'avoir accepté notre invitation, directeur Euseb Patinvo. En face, comme vous le disiez, Stanislas Amois, qui est des nôtres depuis le début de l'émission de ce jour. Alors, directeur, dites-nous, comment avez-vous accueilli cette décision, cette information? Et la mort dans l'âme, bien sûr, parce que ce n'est pas facile d'être repercé, d'avoir une responsabilité, de se voir décharger. Quelles conséquences ça peut avoir sur vous-même, sur votre famille et surtout le système scolaire. Donc vraiment, moi je voudrais dire, contribuer à ce que cela se fasse dans une certaine mesure, parce que pour moi c'est trop brusque. C'est brusque, ce genre de... Et très souvent les directeurs, à eux seuls, à ce moment précis, ne sont pas responsables. Parce qu'avant le CEP, c'est tout un cursus de 6 ans. Bien sûr. Et le bien faire à l'école se construit depuis la maison. Donc, et se construit depuis le CI, CP jusqu'au CM2. Le CM2 n'est qu'une étape certificative qui consacre de ce qui a été fait, depuis la classe de CI. Depuis la classe de CI. D'où vraiment, je n'accepte pas trop la chose. Je vais vous le dire comment, à travers un questionnement de quoi, qui, pourquoi, comment et quand. Partagez-vous le même avis, avez-vous la même position que le directeur Euseb Patinvo, Stanislas Amois, sur la question? Sur la question, je ne partage pas trop son avis et qu'il m'en excuse d'ailleurs. Parce que vous savez, c'est vrai que l'apprentissage scolaire, le cursus scolaire est un tout, depuis le CI même jusqu'à l'université, en continu, c'est un tout en fait, c'est un processus qui a des étapes. Bien sûr. Mais ce sur quoi moi je voudrais tabler, c'est que le gouvernement de la rupture à son arrivée a fait quand même de l'excellence l'un des pôles sur lesquels il devrait quand même travailler. Et ce n'est pas pour la première fois qu'on voit quand même des chefs d'établissement être déchargés pour insuffisance de résultats. Et donc, ce n'est pas une première. En 2016, on en avait déjà connu. Compté 600. Alors, voilà. Quand vous voyez un peu les départements dans lesquels, parce que j'ai lu un peu l'arrêté interministériel, les départements dans lesquels cela est arrivé, c'est sujet à questionnement et à plusieurs interrogations. Absolument. Voilà. Pourquoi dans ces départements, dans la Liborie, pourquoi dans ces départements et pas dans d'autres? C'est l'une des questions qu'on pourrait se poser. Si les autres départements ont pu avoir des résultats élogieux, des résultats plus ou moins satisfaisants, plus ou moins satisfaisants, pourquoi pas dans ces départements-là? Les enseignants béninois qui sont formés, en tout cas dans leur immense majorité, on sait qu'ils sont très très bien formés. Et donc, est-ce qu'il y a un facteur peut-être, facteur lié à la localité
ou au lieu d'exercice du travail qui fait que, voilà, aux conditions de travail qui fait peut-être que, voilà, ces résultats ont été insuffisants. Question. Donc, quand on essaye un peu de faire une analyse comparée, on se rend compte quand même que quelque chose n'a pas tourné rond. Et l'autre aspect que je voudrais relever, sur lequel je voudrais dans la suite avoir l'avis du directeur, ce sont les examens blancs. Vous savez que quand on est en classe d'examen, il y a les examens blancs pour nous mettre un peu dans les conditions de l'examen national. Pour préparer justement. Voilà. Alors, je suppose, à moins qu'on ne me démontre le contraire, je suppose que des examens blancs ont été préalablement organisés dans ces différents établissements et que les directeurs d'établissements qui sont déchargés aujourd'hui, on peut se rendre compte du niveau réel des apprenants parce que l'examen blanc, c'est ça. Non seulement vous mettre dans les conditions de l'examen national, mais préparer les apprenants et jauger leur niveau. Est-ce que les examens blancs ont été régulièrement organisés? Si oui, quel a été le résultat de ces examens blancs-là? Est-ce que les directeurs d'école, d'établissement, on peut se rendre compte de ces résultats-là? Et qu'ont-ils fait pour les améliorer entre l'examen blanc et l'examen national? Parce que c'est ça, justement. C'est vrai qu'on peut retourner en arrière, parler du CI, au CME, etc. Oui. Mais dans le cadre de l'année académique dont nous parlons, est-ce que les examens blancs ont été organisés? Est-ce qu'il y a des résultats? Est-ce qu'il y a des essais de correction, d'ajustement en vue de l'examen national? Ce sont des questions que je me pose. Qu'on a le droit de se poser, voilà, évidemment. Alors, on voudrait avoir la réponse. J'ai devant moi l'arrêté, j'ai la liste des établissements, sinon des circonscriptions scolaires, donc inclut les départements. On a la Liborie, on a la Takora, on a le Borgou, on a le Koufo, qui sont autant de départements, donc on va dire, concernés par la dite décision des départements dans lesquels des directeurs d'écoles primaires et publiques ont été déchargés depuis le mois d'octobre dernier. Directeur Euseb Patinvo, décision pas totalement justifiée selon vous. La faute n'est pas imputable à 100% au directeur d'école. Bon, je dis, la sanction est bienvenue. Peut-être. Mais je continue de dire que ce n'est pas à ce niveau. C'est l'ancien directeur d'école qui parle. Oui. Stanislas Sabois a dit quelque chose qui m'a beaucoup fait plaisir. Examen blanc. Ça, toute entreprise qui se veut performante doit s'auto-évaluer régulièrement. Organiser des réinvestissements, des rémédiations. Mais ce n'est pas qu'aujourd'hui, ce n'est pas le jour où j'ai pris la mangue que j'ai commencé par la manger. Qui l'a planté? Dans quelles conditions? Est-ce que je l'ai lavé le plus simplement possible avant de consommer pour avoir les conséquences? Il est vrai, l'État s'évertue à travers le réseau d'animation pédagogique à former. Il y a des unités pédagogiques, ainsi de suite, qui se font. Mais dites-vous que si le premier facteur, volonté, n'est pas au niveau de l'apprenant, volonté que devaient lui donner les parents, tout est faussé à la base. Deuxièmement, tout le cursus scolaire jusqu'à l'université, en passant par la maternelle, s'arrête au niveau du CE1, la troisième année de l'école primaire. Si l'enfant n'arrive pas à lire, écrire, calculer, raisonner, en classe de CE1, on ferait mieux le sorti du pourcentage qui va donner le 20%. Je dis au passage que ce n'est pas au temps de la rupture qu'on a déchargé les directeurs. On en a déchargé à partir, l'avertissement c'était à partir de moins de 20%. Et on en a connu. Vous voyez, ce n'est pas une fait en soi. Ce que je voudrais dire, quand je fustige la chose, c'est qu'on devait faire, quoi qu'on dise, l'approche par compétence où il faut mélanger tout le monde, on devait être sélectif à des moments donnés, pas pour sanctionner, pas pour décourager, mais pour orienter, réorienter ces apprenants-là, pour lesquels les parents dépensent et l'État aussi dépense. Si on voit qu'il y a des compétences, des habiletés, des attitudes qui ne sont pas mises en place, malgré tout, on réoriente ces apprenants-là au lieu de les amener à l'abattoir et sanctionner parfois des innocents. Je continue de le dire. Des directeurs innocents, pour être plus clair. Oui. Parce que pour moi, ce n'est pas là. Vous avez parlé de l'examen blanc. C'est bien. Des examens blancs s'organisent depuis déjà
le mois de janvier-février où on opère des remédiations. Mais s'il y a des lacunes au niveau de la volonté et de pouvoir interpréter un test, parce qu'à l'examen, sur les 10 disciplines, il n'y a que l'oral. Vous voyez, il n'y a que l'oral qui est oral et l'EPS. Et vous allez remarquer le paradoxe, c'est que ces matières orales, dessin et EPS ont le plus fort taux. Vous voyez, non? Comment ça s'enseigne? Or, je ne voudrais pas aller vers les enseignants, je voudrais dire c'est des promotions, c'est des filières où on peut développer des valeurs. Si l'enfant n'est pas performant, intellect, il peut être performant en dessin, architecte, il peut être performant en sport, il peut être performant dans l'oralité des artistes. Vous voyez? Donc moi, je voudrais que c'est profond ce truc-là. Mais pour en venir, comme il a dit, M. Stanislas a dit, aux examens blancs, les examens blancs permettaient de jauger le niveau des enfants, des apprenants, de l'enseignant lui-même, de tout le système mis en place. Et si, en évoluant, on remarque cette année-là, on ne peut plus sortir. Parce que quand le registre est ouvert, quel parent va vouloir qu'on sorte son enfant? Personne. Même pour avoir un fort taux. Bon, je connais des directeurs qui, en privé comme en public, sélectionnent des enfants et tiennent mordicus. Que ce soit ceux-là qui aillent à l'examen. À l'examen, parce qu'ils ont remarqué des lacunes qu'on aurait pu corriger depuis. D'accord. Qu'on n'a pas corrigé. C'est pourquoi je dis, je n'accepte pas trop la chose. Bon, l'État, force doit rester à la loi, mais je n'accepte pas trop la chose. Construisons le nivellement par le bas. On ne nivelle pas une maison par le plafond. Ce n'est pas le plancher. Donc, je voudrais dire que l'État doit investir énormément dans le cursus maternel, dans le cursus CI, CP, CE1. Et si à partir de là, on voit que l'enfant n'a pas le raisonnement, un certain nombre de lacunes, il faut les sortir selon vous. Non, je ne dis pas sortir, on ne sort pas. On remédie en orientant autrement, dans d'autres spécialités. D'accord. Ça, c'est mon avis. Là, arrivé au niveau CM1, CM2, il y a beaucoup d'autres facteurs qu'on peut évoquer. On peut sanctionner si vraiment l'enfant il y avait des écrits qui montrent l'aptitude de l'enfant à aller à la certificative. J'ai une question bête à vous poser, directeur. Allez-y. Euseb Kwatimvor. Quel est réellement l'apport qu'un directeur d'école primaire publique peut avoir dans la réussite d'un candidat au CEP? De manière tout à fait simple. Vous voyez, il y a encore quelque chose que nous n'avons pas dit, que nous ne percevons pas. Il n'est pas dit que le directeur d'école soit nécessairement maître du CM2. Maître du CM2, justement. Il peut ne pas être à la craie. Selon les tests, il peut être à la craie. Sinon, il va oublier. Quand vous êtes ouvrier dans quelque chose et que vous ne touchez pas à la chose, il faut pratiquer. Mais il peut ne pas tenir la classe du CM2. Il peut tenir, par exemple, le CM1 ou le CE2. Le CM1, tu as bien trouvé. Le CM1 pour préparer ce qui va arriver. Au CM2. Moi, j'ai connu un doyen qui est resté sous moi. J'étais à B1-7, mais lui, il était B1-12. Et quand il est arrivé, vous voyez l'euphorie. Il est plus gradé que moi, il est plus haut que moi. Et il m'a dit, calme-toi. Je ne suis pas venu pour ta direction. Pour prendre ta place. Donc, quelle classe vous allez prendre, doyen? Il me dit le CM1. Le CM1. Mais toutes les fois qu'il a préparé ce CM1-là vers l'examen, j'ai toujours eu au-delà de 90%. De bons résultats. De bons résultats. D'accord. Donc, le directeur, en lui-même, remarquant les lacunes traînées par les enfants jusqu'au CE2, CM1, peut prendre la classe du CM1 et boxer. Vous voyez? Il peut garder la classe du CI. Oui. D'ailleurs, la classe, les deux extrêmes, pour donner le renfort à l'enfant à partir de là. Le soustraire du cercle familial qui lui aurait peut-être donné la volonté, ou bien qu'il l'aurait fermé même. Bien sûr, ça dépend. Lui, en l'accueillant, va l'ouvrir et il a le goût. Le directeur peut tenir le CE1 où l'enfant apprend à écrire les leçons et à mémoriser. Donc CI, CE, CM1, c'est des classes que moi, je ne suis pas législateur, je ne pourrais pas décider que le directeur peut garder, au lieu de garder le CM2. Et nous avons une sale habitude de dire, et c'est dans la population, mais c'est pévi. Mais c'est péto.
Non. C'est-à-dire, on pense que l'instituteur qui est au CI, à la maternelle, c'est le petit maître. C'est un sous-instituteur. Un sous-instituteur. C'est cette base-là où l'État s'essaye à former. Mais c'est-à-dire donner davantage et que le suivi soit assez rigoureux. Pas pour sanctionner, mais pour remédier peut-être au manque de volonté, au manque de connaissances, au manque d'attitude à se former. Parce que l'enseignant doit se considérer comme un perpétuel apprenant avant d'aller vers les apprenants. Et puis, on apprend de leur imperfection, de leurs points perfectibles, on apprend beaucoup de choses. Donc, c'est pourquoi je dis, mais si ça n'existe pas. Il est enseignant, un point. Il doit se mettre dans la peau de quelqu'un qui vise un résultat et maintenant qu'il ait l'accompagnement qu'il faut. Le directeur d'école, quelle que soit sa classe, doit suivre ses enseignants. C'est là où j'en viens. Doit suivre ses enseignants. Il met, quelle que soit la classe dans laquelle il est, il met ses apprenants au travail en 5-10 minutes, ne serait-ce que dans l'introduction. Il peut percevoir déjà ce que l'enseignant veut faire dans la réalisation. Et il peut prévoir déjà par anticipation ce qu'il aura à l'évaluation. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Et organiser des remédiations. Et de temps à autre, des conférences, bilans, pour réorienter l'action de l'enseignant sur chaque enfant. Parce qu'il faut individualiser l'enseignement-apprentissage. D'accord. Stanislas Samoa, vous me dites que vous comprenez la décision. J'ai une question à vous faire. Oui. En quoi, comment formuler ça? En quoi le fait de décharger ces directeurs d'école améliorera-t-il le niveau des apprenants des dites écoles? Alors, disons déjà que les directeurs d'école, une fois nommés, ont un cahier de charge. Et dans ce cahier de charge, si on vous met à un poste, dans votre cahier de charge, vous savez, on vous fixe des objectifs à atteindre. Alors, vous savez que si vous n'arrivez pas à atteindre ces objectifs, eh bien, vous ne méritez pas votre poste. C'est aussi simple que ça. Et donc, quand le directeur prend fonction, et comme le dirait M. Patinvo tout à l'heure, c'est que quand il prend fonction, il est à la tête d'un établissement. Et donc, il convoque tous les autres enseignants de l'établissement. Il leur explique réellement son cahier de charge. Et il leur dit, à la fin de l'année, si je n'ai pas un bon résultat, c'est moi qui suis déchargé. Et donc, vous serez comptable. Et pour que vous ne soyez pas comptable, je prendrai des décisions fortes. Moi, je connais des établissements dans lesquels l'enfant, on dit par exemple qu'il passe du CE1 au CE2, mais l'enseignant se dit non, avec son niveau, il ne peut pas faire le CE2, il reprend la classe de CE1. Pareil pour certains parents aussi. Et là, j'interpelle aussi la responsabilité des parents d'enfants. Parce qu'il y a des parents, justement, quand vous ramenez, il n'a pas l'habitude de suivre son enfant, mais quand vous ramenez le bulletin à la maison, qu'il voit les notes en fonction de comment son enfant réagit à la maison, il se dit, mais vraiment, tu as eu 15 sur 20 en français, alors qu'à la maison, ton élocution, c'est difficilement que tu t'exprimes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et le parent lui-même s'étonne, il se dit, non, mon enfant n'a pas le niveau. Et à la fin de l'année, quand on dit que son enfant passe en classe supérieure, il dit, non, je voudrais que mon enfant reprenne la classe pour avoir le niveau. Moi, j'ai vu des parents qui ont fait ça. Et donc, il faille qu'on prenne des décisions assez courageuses, que même au niveau de l'enseignant qui disent, nous avons 20 apprenants à présenter pour l'examen du certificat d'études primaires. Je pense que parmi ces 20 apprenants, il n'y en a que 12 qui ont le niveau pour aller au CEP. Je convoque leurs parents, je leur explique la situation. Je leur dis, les 8 autres enfants n'ont pas le niveau. Et en les présentant à l'examen national, c'est une contre-publicité pour l'établissement, une contre-publicité pour l'enseignement de qualité que nous dispensons. Et donc, je ne suis pas à même de les présenter. Et donc, il tient un discours de vérité. Et oui, justement, parce que justement... Cela se peut-il? Non, vous savez... Dans un cours public en plus. Non, oui, je vais finir rapidement, parce que ne pas tenir ce discours de vérité, eh bien, ça nous amène à constater que des directeurs d'établissement, parce qu'ils sont peut-être condescendants, sont déchargés finalement, et c'est à leur risque et péril. D'accord. Votre développement me plaît beaucoup. On ouvre l'antenne dans une minute, oui. D'accord, me plaît beaucoup et m'amène à dire ceci. Effectivement, quand vous avez un cahier de charge, vous l'exécutez, quels que soient les avatars que cela peut faire chose là pour vous. Vous avez dit aussi quelque chose qui est très très important, c'est que quand
l'enfant ne passe pas. Vous avez vu tous les niveaux que j'ai dit. Il y a des parents complaisants. Il y a aussi certains de nos collègues qui sont complaisants. Parce que complices du désirata dont le directeur sera victime. Le directeur n'est sanctionné que pour 151 jours de travail, monsieur Stanislas. Alors que ça fait 151 fois 6. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Alors, pour ne pas en arriver là, je prends mon propre exemple. J'ai fait le cursus du premier cycle au collège pendant 7 ans. Pourquoi? Parce que mon papa, quand tu viens à la maison, en français, notre langue de travail, tu n'as pas au-delà de 12. En mathématiques, tu n'as pas au-delà de 12. Et en leçon, tu n'as pas au-delà de 12. Tu reprends la classe. Je ne sais pas, vieil instituteur qu'il était. J'étais très courroucé. Quand moi j'étais en 3e, visant le BPC, mes camarades de classe visaient le bac. L'EPEC d'abord, vraiment j'avais du mal parce que dans le temps, il fallait porter de culottes au premier cycle et les autres sont en pantalon. On était gênés. Mais ma pauvre maman m'a dit un jour, Euseb, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Je voudrais dire à l'État, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et que vraiment le directeur d'école, pour ces 151 jours, il est susceptible d'être sanctionné, collabore bien avec ses collaborateurs. Et moi, je voudrais proposer même, quand je suis directeur et que c'est une école à 6 classes, je prends la classe du CI. Et chaque enseignant évolue avec sa promotion. Si après 6 ans, on sanctionne le directeur, je pense que ça aura de raison. Ça aura de raison. Parce que il aura évolué en fait avec les enfants. Avec les enfants qu'il a. Il n'a pas de raison qu'ils disent que, parce que je me rappelle un sujet pédagogique où le maître du C1 à l'analyse de résultats du CEP d'une année N+1, et puis nous sommes en année N+1, il dit, je ne suis pas comptable, voilà, de ce pourcentage. Non, c'est faux, il est comptable, tout le monde est comptable. Et je vais plus loin, tout le monde est comptable depuis la maison. Donc, donnons la volonté depuis la chose là, et dès le CICP, CE1, donnons toute la compétence. Et quand je redis, quand on voit que ce n'est pas performant, réorientons l'enfant, on ne va pas le sortir, comme l'a dit. D'accord. 96, 76, 68, 68, 96, 76, 68, 68, 19 directeurs d'école démis donc de leur fonction pour avoir obtenu 0% au CEP, session de juin 2022. Comprenez-vous la décision? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Venez nous en parler donc en nous appelant au 96, 76, 68, 68. On en parle avec le directeur Euseb Patinvo en plateau. En plateau également, Stanislas Amoa. Évidemment, les deux positions sont, disons, opposées, même s'il y a des éléments sur lesquels ils se retrouvent. Bonjour. Oui, c'est pour l'émission. Allô. Bienvenue, monsieur. Merci de vous présenter. Allô. Merci de vous présenter, monsieur. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, c'est Alain Toïsou. Monsieur Alain Toïsou. D'accord. Toïsou, vous appelez d'où? De Lansame. Lansame. Oui, Lansame, Lalo. D'accord, Lalo, on vous écoute. Oui, j'apprécie beaucoup notre directeur retraité qui a su poser le diagnostic vrai. Parce que normalement, on pouvait faire suivre un élève par un seul enseignant du CI jusqu'au CM2. Et là, le résultat sera clair. Voilà. Et je crois que ensuite, il ne faut pas seulement viser l'intellect de l'enfant, il faut aussi voir sa psychologie. Pendant qu'il est encore dans les classes. Oui. Et c'est là où je résume la proposition de suivre l'enfant depuis la maison. D'accord. Est-ce qu'il est dans les conditions normales pour aller... Il est parti, monsieur Alain de Lalo. Merci pour l'appel. En tout cas, on en profite pour dire donc bonjour à l'endroit de tous ceux qui nous suivent à Lalo en ce moment. Monsieur Alain qui semblait être d'avis avec le directeur Euseb Patinvo. On ne peut pas rendre comptable d'un résultat quelqu'un qui n'a pas participé à tout le processus. Bonjour, bienvenue. Merci de diminuer le volume de votre poste téléviseur, on s'entendra mieux. Puis après, présentez-vous. Ok, merci. Je me présente, je suis M. Roga
Mathias. Onga Mathias. Oui. Vous appelez d'où? Votre débat m'intéresse beaucoup. Vous appelez d'où, monsieur Mathias Onga? Et j'appelle au niveau du campus, là. Je suis quelque part là. Dans le nom du campus d'Abomey-Calavi, on vous écoute. Oui. Oui. Ok, je passe par là pour saluer notre président, parce que c'est alors pour Fabuleux. Ok. Et moi, j'ai fait échouer mon enfant en classe de 3e. Je crois qu'aujourd'hui, il a sa licence librement. D'accord. Et si tous les parents pouvaient être comme ça, ce serait bon. Maintenant, nous sommes à la démocratie et il y a beaucoup de parents qui passent par là et qui disent c'est la démocratie et ils ne veulent pas revenir à l'ancien programme. Je passe par là pour saluer le directeur quand je vois son âge. Oui. Et dans le temps où nous on avait été à l'école, il faut la rigueur depuis la maison jusqu'à l'école. D'accord. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il manque de la rigueur. C'est le modèle. Il y a des parents modernes, il y a des mamans modernes. Moderne, en fait. Ok, d'accord. Voilà. Du coup, pourvu que les enfants passent en classe supérieure. L'égoïsme le regard de la société aussi, hein, évidemment, tout cela compte pour beaucoup. Merci, monsieur Onga Mathias. Je remercie le directeur qui est là par rapport à son âge. Je passe par là pour saluer un de mes directeurs qui s'appelle Bonou Joseph dans Porto Novo. D'accord, Bonou Joseph. D'accord. Bonou Joseph. D'accord. Merci, monsieur Mathias. Je suis de Soava. Merci beaucoup. Il nous a tenu très fort avec des chicottes et nous sommes revenus. Monsieur Mathias qui donc promeut la rigueur, du coup comprend aisément cette décision, hein, évidemment. Merci, bonne suite de journée à vous. Vous nous appeliez non loin du campus d'Abomey-Calavi. Je pense qu'on a le temps de recevoir peut-être un tout dernier intervenant avant de revenir en plateau pour prendre les mots de fin des uns et des autres. Bonjour, bienvenue, monsieur, madame, mademoiselle. Oui, bonjour. Non, d'accord. Donc, retour en plateau, puisque là, on a dépassé déjà le temps imparti à cette émission. Stanislas à moi. Précisons que les directeurs démis de leur fonction retournent à la craie. Enfin, c'est pas comme s'ils l'avaient quitté. Mais bon, ils sont démis de leur fonction de directeur, mais ils restent quand même dans l'enseignement. Doivent donc à nouveau redevenir de simples enseignants. C'est pas facile. Pas facile, forcément. Non, vous savez, c'est l'idée qu'on s'est toujours fait, des postes de responsabilité qui nous amène à voir que, bon, quand on nous place ou quand on nous nomme à un poste, c'est ad vitam aeternam, rien ne le dit. Le jour où vous prenez fonction, c'est que le compte à rebours commence pour qu'un jour, vous descendiez. Et quand c'est comme ça dans votre tête, quelle que soit la durée que vous ferez à ce poste, eh bien, vous serez fier de partir un beau jour. Maintenant, c'est le motif pour lequel on décharge quelqu'un d'un poste qui peut peut-être frustrer un peu. Sinon, quand vous êtes nommé à un poste, un beau jour viendra où vous allez descendre. Forcément. Maintenant, ils retournent à la craie, oui, c'est leur passion de départ. Et donc, enseigner, ça doit être un sacerdoce. S'ils y reviennent, c'est pour la bonne cause. Mais je pense quand même que pour les différents résultats, il faudrait que les chefs d'établissement, les directeurs d'établissement, dès qu'ils sont nommés, puissent parler le vrai langage. Quand il y a des apprenants qui, dans le lot, notamment en classe de CM2, n'ont pas le niveau, qu'ils tiennent le langage de vérité vis-à-vis des parents, qu'ils les soustraient de la liste pour présenter de bons résultats. Directeur? Non, je voudrais ajouter à ce qu'il a dit, que l'on tienne le langage de vérité. Et je voudrais demander à mes collègues qu'on a déchargés, l'arrêté, la décision qui les a déchargés, il y a des dispositions qui permettent aussi de remonter. Et moi, je voudrais ajouter à cette disposition-là qu'on les mette dans une classe où ils vont accompagner une ou deux, en plus de l'inspection favorable, avant de les réhabiliter. Bon, être directeur, ce n'est pas une fin en soi. Si vous ne partez pas
la grande porte, la retraite, c'est que vous allez partir par votre peut-être, je mets ça en parenthèse, votre imperfection. Contre-performance. Or, ce genre de contre-performance, si on fait le bilan, ce n'est pas que votre seule responsabilité. Donc, je leur dis, courage et être simple instituteur, il n'y a pas d'instituteur simple. Être instituteur, c'est être instituteur plein. Ils n'ont qu'à prendre leur courage à deux mains et prouver que ce résultat pour lequel on les a déchargés n'est pas imputable à 100%. C'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan. Et de ne pas s'apitoyer sur leur tort. Parce que ce n'est pas facile. Bien sûr, ce n'est pas facile. De ne pas s'apitoyer. Et j'appelle l'État à beaucoup plus aborder dans le sens où l'instituteur accompagne ses enfants. Et je vais demander aux parents aussi de nous aider. Et j'oubliais, il y a des parents qui, contre performance de l'enfant, changent d'établissement à l'enfant systématique. Comme nous sommes dans le système commercial, on l'accepte. Et vous voyez ces jeux de ping-pong là, quel résultat cet enfant-là aura demain. Et c'est ces enfants-là qui amènent à ces... pas 0%, mais qui amène ce genre de contre-performance. Merci à vous, directeur Euseb Kwatimvo. Je rappelle que vous êtes enseignant à la retraite, ancien directeur d'école, spécialiste des questions d'éducation. Merci à vous également, Stanislas Samoa. On a donc abordé les 19 directeurs, le sujet en rapport avec les 19 directeurs d'école démis de leurs fonctions suite aux mauvais résultats obtenus au CEP. Il faut préciser que c'est suite à un arrêté interministériel qui décharge désormais les directeurs d'écoles qui ont des contre-performances sur 3 ans ou qui, tout simplement, après un résultat, obtiennent un taux de réussite de 0%. Stop FR de Matin d'Éden de ce jour. Rendez-vous demain au plateau Moriagua à la présentation. On se retrouve, vous et moi, jeudi prochain. Bonne journée.